RDI, en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI, sur 105.1 à Cayenne. Et 88.4 à Kourou. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Harry Hautebourg. Bonjour Harry, comment ça va? Bonjour Fly, bonjour la Guyane, ça va super bien. Bien réveillé et fin prêt pour échanger avec nous. Harry vient nous annoncer un événement, la sortie de Amor y Corona. Vous avez suivi ce feuilleton. Il y a eu déjà 5 saisons. Et bien sûr, là, on va aborder la saison beau temps, c'est-à-dire la première, la deuxième saison. Nous reviendrons donc sur ce qui a généré cette belle histoire suivie pendant la période du Covid, je vous rappelle, par nombre d'internautes. Et puis bien sûr, nous évoquerons avec Harry cette aventure qui consiste à éditer une histoire en passant par le prisme de la bande dessinée. Harry Hautebourg, comment le présenter? Disons que c'est quelqu'un qui est soucieux du bien-être de son prochain, on va dire ça comme ça, parce que tous ceux qui s'engagent, ceux qui militent, ceux qui, à un moment ou à un autre, oublient leur confort personnel pour se mettre au service des autres, pour défendre des causes, pour parler haut et fort, avoir l'outrecuidance de dire ce que pensent d'autres mais ne disent pas tout haut, eh bien, on peut dire qu'Harry Hautebourg fait partie de ces gens-là, et de cette trempe-là. On va dire que c'est une grande gueule et ça lui fait pas peur. C'est aussi un lanceur d'alerte. Harry Hautebourg, est-ce que vous vous reconnaissez à travers la perception que j'ai de l'action que vous menez? Oui, absolument. Rapprochez-vous du micro. Oui, absolument. Et puis en plus, ça me fait le plaisir d'être invité dans une émission autour du sport, puisque aussi passionné de sport. Voilà. Alors vous êtes un passionné de sport dans la vie. Quelle est votre activité ce qui vous permet de mettre les petits plats dans les grands et d'ailleurs d'utiliser seulement les petits plats quand vient la période de disette? Oui, alors mon activité principale, c'est ma sœur de relaxation, donc le bien-être. Et puis je suis également chargé de cours à l'université de Guyane en licence de droit. Harry Hautebourg, comment avez-vous fait vos humanités? On ne parle plus de ça aujourd'hui, on ne parle pas de faire ces humanités. Votre ouverture sur le monde, cette curiosité naturelle qui vous anime, elle vient d'où? Ah ben oui, non mais j'aime bien cette histoire d'humanité, hein, tout en étant pas coincé, mais si en quelque part sur le bateau qui était quand même à demi naufragé du Seychelles en Martinique. Ben, c'est là qu'il y a la première ouverture au monde, hein, avant de partir après. Mais bon, c'est vrai que oui, j'aime bien ça, hein, l'ouverture par l'école, par les études. Et puis bon, après mon bac, je suis parti en Europe, où j'ai étudié en France, aux Pays-Bas, en Angleterre. Et puis, peu de temps après mon retour en Martinique, après des stages au Canada, en Italie, j'ai été débauché pour la Guyane depuis maintenant près de quart de siècle. Alors, vous avez un parcours atypique. Nous ne sommes pas nombreux à avoir eu l'opportunité, en étant étudiant, de changer d'horizon. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, vous avez une vision beaucoup plus ouverte sur le monde et que vous considérez que la Guyane, où qu'elle se trouve, c'est une partie intrinsèque du monde? Ah, tout à fait. La Guyane, c'est le résumé, le monde condensé en un finalement petit territoire, que ça choque personne, hein, que je dise petit, hein, à l'échelle du monde, oui, hein, c'est mieux. Mais puis surtout, j'aime bien parce que vu que maintenant je voyage plus trop, parce que je fais très attention à mon bilan carbone, donc je suis bien en Guyane. Alors, vous avez également embrassé très tôt les causes écologiques. Cette sensibilité, cette fibre naturelle, c'était le fruit d'une transmission autour de vous? Vous avez observé des gens qui étaient sensibilisés ou alors c'est le fruit de la connaissance? Non, c'est 100% naturel, hein, parce que mon père était déjà un militant écologiste. Mon oncle aussi, grand militant écologiste en Martinique, fondateur de la SOPAMA, une association racine, hein, de la défense du patrimoine naturel martiniquais. Donc je suis rentré tout simplement dans les pas, je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas dit ok, on est écolo dans la famille et moi je vais être capitaliste saccageur, quoi. Ouais. Donc c'était une conscience en fait, vous aviez une conscience éveillée à ces choses-là dans la pratique, dans votre quotidien en fait. Oui, de la pratique, hein, parce que comme disent certains militants, don't talk, act. Et c'est pas toujours facile d'agir parce que on a quand même de la chance, je veux dire, sous domination française,
de pouvoir agir. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde entier, les écologistes, on les assassine dans beaucoup d'endroits, notamment en Amérique du Sud. Mais moi, j'ai eu la chance de faire des armes sur le terrain dans ma jeunesse, sur des sites de terres agricoles qu'on voulait artificialiser, sur des hérésies de construire un deuxième aéroport sur une petite île, ou des barrages à l'endroit où il ne fallait pas, qui expulsaient les gens. Et puis ici, mon premier engagement, c'était en 2006, quand il y avait le projet Cambior I Am Gold sur le site de la montagne de Caux, Cancaïman. Et je pense que c'est d'ailleurs la meilleure de toutes les batailles écologistes en Guyane. Il y en a eu d'autres après. La récidive de secousse Montagne d'Or, mais on se bat, on est sur le terrain, on n'est pas toujours nombreux, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est la détermination. Déterminée. Alors, Harry Hautebourg, je vous ai entendu parler de pays dominés. Vous estimez qu'on est en espace de domination et que la relation que nous entretenons avec la mère patrie, elle est faussée, elle est tronquée. Ce sont les luttes et les combats que vous menez qui vous permettent de l'affirmer? Oui, mais moi, je suis quand même entre deux eaux. Hein. Oui. Autant dans la perception du déclin écologique du monde, je ne suis même pas collapsologue, je suis très radical, autant dans les relations avec, moi, je ne dirais pas la mère patrie, je dirais la mère patrie, je veux bien être plus consensuel. Parce que, comme je le disais, on n'est pas dans la pire des situations dominées. Je pense que parfois, il y a un peu d'excès. Oui. Je dirais parfois, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on est dans une ambiance où on va de plus en plus à l'affrontement, ne regardant pas nos propres faiblesses, nos propres lacunes, nos propres manquements historiques, et on met tout sur le dos de la France. Chacun a ses opinions. Je me contente d'être un citoyen attentif, mais surtout informé. D'accord, bien, je vous remercie pour cette clarification. Il va sans dire qu'il ne suffit pas de dire c'est la faute à l'État ou trouver un bouc émissaire en toutes circonstances. Vous nous interrogez sur la place qui est la nôtre, les réflexions profondes que nous avons pour notre société, les désirs que nous avons de les mettre en pratique. Et ça passe parfois par des décisions que nous sommes capables de prendre collectivement, parce que bien évidemment, le devenir de ce pays Guyane ne vaut que s'il est partagé par ceux qui ont un pouvoir de décision à un instant T. Oui, collectivement, mais on oublie souvent, le collectif est primordial, mais on oublie aussi que pour faire avancer le pays, pour qu'on ait un bon vivre ensemble, il faut aussi un engagement individuel. On laisse tout au collectif. Or, parfois, c'est l'assemblage d'initiatives individuelles, d'engagement individuel, et il faut que chacun fasse sa part. En dehors de la cellule familiale, en dehors de la cellule familiale que nous avons évoquée, quels sont les lieux aujourd'hui, selon vous, disponibles pour permettre à celui qui, jusqu'ici, n'a pas ce niveau de conscience, de s'élever? Les syndicats, par exemple, sont en perte de vitesse. Les gens considèrent qu'ils n'ont plus besoin de syndicats. Je suis désespéré quand je vois ça. Oui. Effectivement, en dehors de, justement, tout ce qui est club, association, et notamment les associations sportives, qui sont un lieu extraordinaire d'apprentissage de la vie. Hein. J'en ai pas connu mieux, d'ailleurs. Hein. Mais associations culturelles aussi, musique, danse, tout ce qu'on veut. Oui, je pense que dans le monde du travail, effectivement, avant d'arriver, encore une fois, à des affrontements, que ce soit les syndicats de travailleurs ou les syndicats patronaux, qui sont aussi des lieux de réflexion, oui, il faut savoir sortir de chez soi, même si c'est chez soi, c'est quand même le meilleur endroit du monde. Bien, alors Harry Hautebourg, merci. Il me semblait important et intéressant d'aborder avec vous, par ce prisme, votre ancrage dans le quotidien, dans la réalité. Tout à l'heure, nous parlerons donc de Amour y Corona, qui est une bande dessinée que vous proposez aux lecteurs.
et bien comprendre qu'on peut s'offrir des récréations, qu'on peut également, à partir de la littérature, s'exercer à différents styles. Vous avez déjà publié des romans, et là, vous passez par un autre genre qui est la BD. Oui. Vous nous expliquerez pourquoi ce cheminement, le contenu et ce qui vous a inspiré. À Santa Cayena, colonie lointaine du royaume de Francia, sévit une terrible maladie nommée Corona. Les personnages puissants de la colonie tentent de profiter de la situation chaotique et se livrent une bataille sans merci pour asseoir, voire étendre leur influence. De l'autre côté de l'océan, le souverain et ses vassaux constatent que, jour après jour, la situation devient hors de contrôle. Cependant, un autre scénario se déroule derrière les luttes d'influence et les affrontements pour le pouvoir. Se croyant à l'abri des regards du peuple, tout ce petit monde vit secrètement des histoires d'amour, d'affection, de tendresse, de sexe. Les trahisons et les retournements d'alliance ne sont jamais bien loin. Qui triomphera? Vous le saurez dans Amour ou Corona. Amour et Corona. C'est ce que nous propose Harry Hautebourg. Harry, cette histoire, c'est une histoire d'abord de réseaux sociaux. Vous avez décidé un matin d'écrire une histoire. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie comment dirais-je, démêler l'intrigue? Ah non, mais ça c'est le peuple, quoi. C'est l'histoire de tout le monde. Oui. C'est moi qui écris, mais c'est l'histoire de tout le monde. Souvenez-vous, on est confiné le 17 mars 2020, déconfiné le 11 mai. Et en fait, quand on est déconfiné, il y a 0 mort en Guyane, il n'y a pas grand monde à l'hôpital. Et finalement, la vague arrive sur nous en retard, en fait. Fin juin, vous vous souvenez. Et là, il y a un reconfinement partiel en Guyane. Parce qu'on garde que les services essentiels, les activités essentielles. Il y a le fameux confinement du samedi. À l'époque, c'est à 13h, les gens vous souvenez. À 13h. Et puis, l'ambiance est hyper anxiogène. Hyper anxiogène. Les gens contestent ça. Et le seul moyen de décompresser, de remettre des couleurs de la vie, c'est que même dans une situation dramatique, il y a le rire, quoi. Et donc, vous avez tiré sur ce fil-là, voilà. L'humour. L'humour comme remède à tous les maux. Vous avez sans doute réfléchi avant de tirer le fil de l'humour, oui. Car je me souviens, il faut toujours revenir aux fondamentaux pour avoir, dans une période propice, c'est-à-dire le carnaval, avoir eu l'outrecuidance d'utiliser l'humour et la dérision. Vous avez pris cher parce que vous avez dû répondre devant la justice. Oui, et faire 19 heures de garde à vue. Oui. Et oui, et puis après traîner devant le tribunal correctionnel. Ça s'est soldé par quoi finalement Ça s'est soldé à l'amiable finalement. Oui, à l'amiable. Finalement. Ça veut dire que tout le monde est... Enfin,
de l'autre partie est revenu à la raison. D'accord. Voilà. Donc tout est bien qui finit bien et heureusement. Tout à fait. Il faut savoir. Donc tout ça se passait dans une période qu'on qualifie de licencieuse en général, tout à fait. mais qui offre cette possibilité d'ailleurs d'exprimer dans la rue, dans la liesse. C'est le retournement des valeurs, le retournement de réversion de la hiérarchie sociale. Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, et c'est un peu ça qu'on retrouve, il y a une hiérarchie sociale. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Tout le monde, c'est monde. Hein. On se mélange. Voilà. Alors, il faut préciser que je parlais de cette réflexion préalable, que l'avertissement est très important, et vous le précisez, les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, rit-il de bon cœur, toute ressemblance avec des personnages ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Donc voilà, le lecteur est averti. Donc, alors j'ai bien dit personnages et situations. Par contre, les lieux ne sont pas fictifs. Les lieux ne sont pas fictifs. Parce on reconnaît dans la colonie de Santa Caïna, on va reconnaître des bâtiments connus. On reconnaît la mairie de Cayenne. Hein. On va pas se le cacher. La préfecture de Guyane, la tour Dreyfus. Voilà. À Kourou qu'on reconnaît aussi. Oui. On reconnaît aussi des personnages qui pourraient être des personnages. Oui, il y a des gens qui vont se reconnaître. Mais c'est leur droit, hein. Les personnages sont fictifs. Mais il faut bien comprendre que quand on dessine quelqu'un, ça a un tronc, deux bras, deux jambes, une tête, ça a une taille, ça a une couleur de peau, ça a une coupe de cheveux. Donc, on ne peut pas faire des personnages qui ressemblent à rien. Sinon, ça peut être dessiner des extraterrestres. Il n'y a pas de personnage à barbe bleue. Quand même, là, c'est un peu la signature, ni à cheveux bleus. Donc, tout auteur, il puise un peu dans la vie. De le réel, pour essayer de le sublimer. Mais ce n'est pas un pamphlet ou une caricature de personnage. Si les gens veulent se reconnaître, ça me fait plaisir. C'est de la création partagée. Et comme disait Boris Vian dans L'écume des jours, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. D'accord. Voilà. Alors, les personnages, Marie-Laure, alcalde de Santa Caïna, puis Senadora, je me permets de le préciser parce que pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, dans l'extrait que nous venons de voir, on a vu déjà le trait de l'illustratrice, mais on a vu également la plume parfois acerbe de l'auteur qui est Harry Hautebourg. Donc je donne quelques précisions parce qu'en radio, on n'a pas ces détails-là quand on écoute la radio. Roro, c'est le commandant de la colonie. Gabi, Adamo, Jojo, Toto, ce sont les Hidalgo. Fanfan est l'alcalde des Ciudad Espacio. La Ciudad Espacio, forcément, on l'imagine, puisque les lieux ne sont pas fictifs. D'accord ? Tout à fait. Donc c'est Kourou. Sofia et Don Corleone, ce sont les alcaldes de San Lorenzo. Donc on part dans l'ouest. Manu est le rey du royaume de Francia. Tout à fait, qu'on voit dans son palacier au Élysée. Voilà. Castro, qui est vice-roi du royaume de France. Bridget, administratrice générale des colonies. Et celle-là, elle a beaucoup fait parler d'elle. Et depuis la fin du Corona, elle a un peu disparu. Hein, tout à fait. Bien. Elle a pris des vacances. Ensuite, Clarita, infirmière-chef de la colonie. Marco, gouvernador de la colonie. La Torche, alcalde de Santa Caïna après Marie-Laure. Verano, médecin-chef du royaume. Yana, Zorro, Xaviero, les révolutionnaires, et Señor Alto des Pueblos, paysans défenseurs de la nature. Donc voilà les personnages qui vont évoluer tout au long de cette saga. Et j'aimerais maintenant savoir ce qui a déclenché l'idée de passer d'un mode narratif, on va dire, alimenté par les pouces, par ces encouragements qui venaient en disant « c'est quoi la suite ?» Et comment on se plie à l'exercice des bulles, des cases, parce qu'il faut un récit synthétique lorsqu'on décide de se prêter à l'exercice de la BD. Alors comment vous avez finalement accepté de passer de ce mode à l'autre ? Non mais on revient au public. Hein. Je dis quand je commence à faire les petites chroniques en juillet 2020, au début c'est quasi quotidien parce qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration parce que déjà je suis en vacances. Et puis, il y a des événements qui m'inspirent. Et puis, évidemment, effectivement, le fil se tire. Et puis, c'est l'année dernière, ça fait un an, en septembre 2021, là, j'avais une pause. C'était la fin de la saison 4. Donc, après, et je me dis, tu continues pas et tout. Je dis oui, mais bon, il y a toujours... C'est comme les telenovelas. Hein. À un moment, il y a une pause avant la saison d'après. Et elle me dit, non, mais par contre, nous, on aimerait voir ça. On aimerait voir des images. Et
comme me disait mon prof de PNL, programmation neurolinguistique, Harry, si quelqu'un te dit tu ressembles à un singe, tu vas dire que c'est un connard. Si une deuxième personne te dit que tu ressembles à un singe, tu vas dire c'est un sale raciste. Si une troisième personne te dit que tu ressembles à un singe, achète-toi des bananes et des cacahuètes. Et moi, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes, j'ai dit 10 personnes qui me disent mais il faut faire une BD sur ça, on veut du visuel. J'ai dit ils se sont tous passés le mot quoi, mais à des endroits différents. Donc Vox Populi, Vox Dei, je me dis je vais faire une BD. Mais là j'ai aucune idée de comment faire la BD et je pense que je vais claquer des doigts, que je vais trouver un illustrateur, que je vais faire un scénario. Et je vais faire ce qu'on appelle des storyboards. Le storyboard, c'est la BD au brouillon. Les cases et les bulles. Puisque, bon, je suis vraiment dépositaire du scénario. Lusky, qui est une jeune femme extraordinairement douée, parce que 22 ans, avoir ce trait comme ça et travailler vite, c'est extraordinaire. Parce qu'on l'a fait en 6 mois. Je lui tire mon chapeau. Et dans un premier temps, j'ai du mal à trouver des illustrateurs. Parce que tous les illustrateurs locaux auxquels je m'adresse, ils me disent qu'ils sont tous bookés, ils sont sur des projets, ce qui est compréhensible. Voilà. Et là, je ne suis pas sur le point d'abandonner le projet. En décembre, je ne dirais pas ça, parce que moi, je n'abandonne pas. Et je vais sur le site illustrateur.com qui propose des illustrateurs freelance. Et j'expose le projet. Et en 1 heure, j'ai 10 candidatures. C'est extraordinaire. Et dans ces candidatures, j'ai cette jeune femme guyanaise. Extraordinaire. Je tombe sur une guyanaise qui fait ses études dans l'art graphique en France. Et tout de suite, ça a matché. Je dis comment on va travailler. Je lui envoie les storyboards par email. Elle fait selon son inspiration. Je fais des retouches. Et ça s'est enchaîné. Alors, ce qu'il faut préciser, Harry, parce que je parlais du mode, finalement, vous êtes sur un mode hybride. Parce que justement, la difficulté de faire vivre ce caractère truculent de la langue, parce qu'il y a des choses qui sont inspirées par un mode de vie. Oui, dans les bulles, il n'y a pas assez de place. Voilà, c'est ça. Donc voilà, un mode hybride est, je dirais, théâtre. Parce que ce sont des dialogues très courts, ping-pong entre les personnages. Et puis j'aime aussi le théâtre. Donc j'ai voulu effectivement avoir des pages de texte alternées avec les pages, les planches de dessin. Et puis aussi, je pense que ça enrichit. Et puis pour être honnête, ça aurait pris 2 fois plus de temps en faisant 48 pages de dessin. Et c'est tout aussi bien. Voilà. Mais en revanche, le premier numéro qui sort relate 2 saisons. Je pense que vous devriez maintenir ce mode parce qu'on dit que c'est la preuve que la lecture n'est pas morte, que les gens le lisent vraiment. Non. Parce que quand sur les réseaux sociaux, on pense qu'il faut vraiment des choses synthétiques, les histoires étaient longues et les gens allaient au bout de l'histoire. Donc c'est le fil narratif qui fait qu'on s'accroche ou pas. L'intrigue... comment elle est menée, et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter la fois prochaine, vu que visiblement il a passé au peigne fin tout ce qu'on peut au départ imaginer. En règle générale, ça se fait avec des équipes, ça. C'est-à-dire que quand on écrit, il y a des spécialistes, ils sont nombreux, ils se concertent. Chacun comité de lecture, tout ça. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont lu la saga sur les réseaux sociaux, c'est quand même différent. C'est-à-dire que c'est la base, parce que c'était quelques lignes, une vingtaine de lignes WhatsApp. Là, c'est développé et surtout, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit enchaîné. Parce que parfois, en fonction des événements, il n'y avait pas de continuum. Là, c'était important parce qu'il faut préciser, sans vouloir vous interrompre, Harry, il faut préciser également que c'était une narration immersive. C'est-à-dire que lorsque vous donniez à lire votre intrigue, ceux qui lisaient pouvaient corréler avec des choses qui supposaient être génératrices de cette imagination traduite à travers votre série. Tout à fait. Et puis surtout, je me suis très vite aussi immergé dans le
le style telenovela. Oui. Voilà. Parce que, comme on dit, les personnages puissants se croyant à l'abri des regards. Donc, il y a ce qui est public et tout le monde... La sphère privée. La sphère privée, Oui. tout le monde sait que... En bas-feille. En bas-feille. L'essence même de la telenovela, c'est amour, mensonge et trahison. Oui. Or, la trahison a vraiment la part belle. Alors, d'aucuns reconnaîtront des pratiques politiques et politiciennes, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière page, il y a un retournement de situation. C'est-à-dire qu'il y a des alliances incessantes. Et puis aussi, oui, vous disiez, les gens aiment encore lire. Pas plus tard que samedi, j'étais dans une fête familiale. J'ai rencontré deux gamins, deux jeunes de la famille que je ne vois pas souvent, qui me disaient qu'ils aimaient lire. Mais on est tellement conditionnés à cet éloignement de la lecture que j'étais surpris. Pour vous dire, mais c'est pas vrai, les gens aiment lire. Ouais. Petit détail sur les planches, les vignettes. Il n'y en a pas beaucoup par page. Sur une planche de dessin, il y a entre 4 et 8 vignettes. Pour les amateurs de BD, pour moi, évidemment, pour les références qui sont Tintin et Astérix, il y en a beaucoup plus. Et c'est écrit tout petit. Mais c'est intéressant, hein. Là, on a voulu faire quelque chose de plus accessible, où on voit bien les personnages. Vous pouvez les embrasser, si vous voulez, sur le papier glacé. Voilà, pour que les gens prennent leur plaisir. Harry, on va devoir conclure et rendre l'antenne. Donc, disponible à partir de demain dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les bonnes pharmacies également. Tout à fait. Voilà. Et ceux qui ont réservé, ben, ils passent chez moi à Zen Feeling. Voilà. Et il y en a qui ont. Je remercie. Oui. Ça, c'est le plus important, le crowdfunding. Parce que ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu un préfinancement. Parce que la couleur, le papier glacé, ça a un coût. Et c'est grâce à un crowdfunding que j'ai fait qui a permis de préfinancer. Là, et puis le reste, voilà. Donc, voilà. À bientôt, les amis. Harry Hautebourg, c'est vendu sans ordonnance, on l'a dit, et donc disponible. Harry Hautebourg et Lusky. Sans ordonnance, mais en plus, c'est contagieux. Hein. Oui, c'est contagieux. Oui, non, donc vous pouvez... c'est contagieux. Voilà. Alors, dans un pays où il y a beaucoup de bandes dessinées, mais les bandes dessinées sont en général sur la route et il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, si vous avez remarqué. Donc, plongez-vous dans cette BD. Proposée par Harry Hautebourg. C'est une BD hybride que je vous recommande chaudement. Et puis, je salue le talent de Lusky, associé au vôtre, pour nous donner des traces d'un imaginaire ancré dans son époque. Et il faut oser, il faut se jeter à l'eau. Et ce n'est pas toujours évident. On dit que ce sont les fonds qui manquent le plus. Mais souvent, il faut aller plus loin et essayer d'imaginer qu'on puisse laisser des traces. Merci Harry Hautebourg d'avoir commis ce premier numéro, ce premier volume. Nous attendons avec impatience les prochains. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de RDI. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, sur rdi.com en streaming. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous demain ici, en direct de La Brioche au centre commercial Catory. Je vous dis au revoir. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.